Parfois l'amertume voudrait que je me noie dans ses eaux. Alors j'écris, j'écris, j'écris. J'écris pour vivre, être libre de l'amertume. J'écris pour dire le mal-être des miens sans thune. J'écris pour rire, partager ma poésie avec ceux qu'elle écume. Écrire pour ces sourires quand le présent nous détourne de l'avenir. Parfois j'écris simplement pour fuir, pour rêver à un monde meilleur. Moi je suis Rost, je suis rappeur et président du collectif Banlieues Actives, comme disait Barquette. Bon, à la base, ce titre est assez spécial parce que c'est un extrait de mon dernier album qui est sorti, qui s'appelle Poésie d'un résistant, qui est complètement différent de ce que j'ai toujours fait. Parce que moi je suis un artiste engagé avant tout. J'ai toujours fait du rap, mais du rap conscient, plutôt avec des textes engagés depuis toujours. Depuis que je me suis mis à écrire, j'avais envie de raconter ce qui se passait autour de moi. Et donc voilà, l'idée c'était pas de faire du rap pour dire que je suis un gangster, pour dire que je suis voilà, pour vanter les mérites des grosses voitures que certains mettent dans leurs clips avec les nanas à poil et tout ça. Bon, même si on en a eu quelques-unes, mais bon, faut pas le dire quand même. Et bon, c'était pas du tout le type de rap que j'avais envie de faire. J'avais envie de parler de vraies choses, et essayer de faire bouger les mentalités et faire prendre conscience à certains de ce qui se passait autour de nous, que parfois on voit pas, comme les sans-abri par exemple, devant qui on passe tous les jours sans même se rendre compte qu'ils sont dans notre entourage. Et puis il y a plein de gens qui ont l'air comme ça, entre guillemets, heureux, qui sont malheureux au fond et on le perçoit pas. Donc voilà, j'avais envie de dénoncer tout ce qui pouvait me révolter. Et cet album, ce dernier album qui est sorti il y a 2-3 ans de ça, ça faisait des années que j'avais envie de faire un truc avec des musiciens jazz et classiques. Et donc là, je me suis fait plaisir parce que c'est pas évident à produire non plus. Moi, je suis indépendant. J'ai toujours été indépendant depuis le début. J'ai monté mon label en 95 et j'ai produit une trentaine de disques. Et ce disque, c'était quelque part pour soit redémarrer une nouvelle carrière, soit boucler la précédente. Donc, je me suis simplement fait plaisir avec cet album. Et je pense que, du coup, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le rap, par exemple, qui ont adoré cet album. Et mon public qui me suit depuis toujours a été un peu dérouté. Donc, bon, il y a une partie qui a grandi, donc qui a compris les textes et qui a compris le concept aussi, et qui a suivi. Il y a une partie qui attend que je ressorte un album bien... voilà. Alors, globalement, moi, je suis arrivé du Togo, j'avais 10 ans quand je suis arrivé en France, parti du Togo dans des conditions assez spéciales parce que j'avais été séparé de mes parents à l'âge de 4 ans. Mon père avait été emprisonné à l'époque par le pouvoir qui était en place parce qu'il refusait de travailler avec le gouvernement qui était en place. Et il avait failli être exécuté, et c'est un des gardiens de la prison qu'il avait aidé à s'enfuir la veille de son exécution. Et c'est suite à ça qu'il a quitté le Togo. Donc on a été placés, mes frères et sœurs, à droite, à gauche, chez les tantes, les oncles, et pour éviter aussi qu'il y ait des représailles sur la famille. Et puis mon père est venu en France et petit à petit a fait venir ma mère, mes frères et sœurs, et puis moi-même qui les ai rejoints des années plus tard. C'est vrai que ça a été un moment très très violent pour nous
parce qu'on avait quand même une vie. Mon père était enseignant là-bas, au Togo, et il s'occupait des trois quarts des gamins du quartier. Il les nourrissait, il leur faisait faire leurs devoirs, ils venaient chez nous à la maison, donc certains restaient même vivre pratiquement à la maison. Et c'est vrai que du jour au lendemain, et je me souviens d'ailleurs parce que j'allais en classe avec mon père, et un jour, j'ai vu trois mecs arriver, et puis d'un coup, voilà, ils l'ont mis par terre, ils l'ont embarqué comme un malpropre. Et j'avais 4 ans et c'est une image qui est restée dans ma tête. C'est aussi une des raisons, peut-être inconsciemment, je me suis rendu compte en écrivant mon livre en 2008 qu'il y a eu effectivement peut-être des choses qui ont fait que j'ai voulu être dans l'engagement et m'investir comme je m'investis dans mon engagement. Et quand j'ai rejoint mes parents ici en France, on s'est retrouvés dans un taudis à Belleville, un taudis de 28 mètres carrés où on était 9 là-dedans, dans l'immeuble qui s'écroulait à moitié, avec les toxicos qui se piquaient dans les escaliers, qu'il fallait escalader pour rentrer à la maison. C'est vrai que c'est assez violent pour quelqu'un qui vient de l'Afrique. Déjà, on n'a pas cette image de la France à la base. Parce que les images qu'on vous vend de la France, c'est la Tour Eiffel, Mireille d'Arc. Moi, j'adorais Mireille d'Arc à l'époque. Voilà. Donc, je voulais venir en France juste pour voir Mireille d'Arc. Eh ben, j'ai pas vu Mireille d'Arc, je peux vous le dire. Mais bon, ça a été, c'est vrai que ça a été un choc pour moi. Et puis, j'ai vite compris aussi l'environnement dans lequel on était, parce que Belleville de l'époque, c'est pas le Belleville d'aujourd'hui. Belleville, à l'époque, il y avait des rues, quand on n'habitait pas dans ces rues-là, il ne fallait pas les traverser, c'était mieux. Donc, moi, je me suis retrouvé dans cet environnement. Et comme j'ai eu la chance, la malchance que j'ai eue était devenue, dans ce cas-là, une chance, parce que j'ai dû me forger tout seul et analyser très vite mon environnement et comprendre, et j'ai vite compris. Et donc, je me suis très vite adapté aussi, très, très vite. Parce qu'un jour, je me suis fait cogner par 3 mecs et j'ai dit plus jamais. Donc, moi-même, je suis rentré un peu là-dedans. J'ai commencé à l'époque, c'est le moment où le tag et le graphe et tout ça arrivaient en France, donc je me suis mis à fond là-dedans. Et c'est l'époque aussi où il y avait les histoires aux États-Unis avec les embrouilles entre les bandes qui s'exportaient aussi en France. Et finalement, moi, je suis devenu très vite chef de bande. J'ai monté mon propre groupe et monté ma bande. Et donc, avec ce que ça engendrait à l'époque, c'est-à-dire les embrouilles, les règlements de compte entre bandes. Et ça a été une période très, très marquante aussi pour moi, parce que c'est le moment où j'ai perdu plein de potes, et où moi-même j'ai failli mourir à plusieurs reprises, jusqu'au moment où j'ai mon pote qui s'est pris une balle dans l'œil à 2 mm de moi, et c'est moi-même qui aurais dû prendre cette balle-là à ce moment-là. Et bon, malheureusement, c'est lui qui l'a prise. Et c'est vrai que ça a été un moment très, très marquant pour moi, parce que juste avant, en plus, quelques mois avant ça, j'avais pris 7 coups de couteau et j'avais failli y passer. Mais par contre, quand je suis ressorti de l'hôpital, la première chose que j'ai fait comme auparavant, j'ai chargé mon coffre au fusil à pompe et je suis allé chercher les mecs qui m'ont fait ça. Parce que pour nous, c'était normal à ce moment-là. C'était notre quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que je démarre mon livre. Il y a une phrase avec laquelle je démarre le livre qui dit « Nul ne naît mauvais, on le devient ». Souvent, par la force des choses, notre environnement reste un élément déterminant dans le processus. Le poids de l'environnement dans l'évolution de tout un chacun est énorme. La même personne, vous la mettez dans un environnement autre, il évoluera certainement différemment que lorsqu'il se trouve dans un environnement hostile. Donc, je sais que ça a été une période aussi très compliquée, parce que, encore une fois, on a perdu 4-5 potes. On en parlait beaucoup moins à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait rire. Quand je vois tous les journalistes qui s'excitent à dire « oui, la violence dans les quartiers », pour nous, ça s'est vachement calmé. Je trouve que par rapport aux années 90, ça s'est vachement calmé. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, certes, mais c'est beaucoup, beaucoup moins violent que dans les années 90.
d'ailleurs, ou même sur les problèmes de racisme et tout ça, avec les skinheads qu'il y avait partout. Nous, on allait les chasser les skins dans les catacombes à l'époque. Il y avait des bandes comme les Black Dragons, tout ça, qui étaient là, qui faisaient la chasse à ces gens-là aussi. Et c'est vrai que c'était une période assez spéciale. Moi, je me suis quand même nourri et enrichi à cette période-là de toutes ces expériences. Et c'est vrai que ça a donné la force aussi pour pouvoir continuer les choses. Et lorsqu'il y a eu cet événement où mon pote s'est pris cette balle dans l'œil, j'ai dit, allez, maintenant, ça suffit. En plus, il y avait une partie de notre immeuble qui s'était écroulée, donc la mairie de Paris a fini quand même par nous reloger. Donc, on avait été relogé dans le 95. Bon, même si c'est une cité, ça reste quand même une petite cité, donc c'était beaucoup plus calme que Belleville. Et le fait de voir autre chose, de voir d'autres personnes, de voir vivre les gens autrement aussi, m'a fait voir qu'il y avait un autre mode de vie que celui que j'avais jusqu'à ce moment-là. Donc, ça m'a aussi permis de me dire, stop, je change d'environnement, il faut que je me crée des perspectives. Comme j'avais arrêté en plus l'école, j'ai dit, allez, je vais me mettre à travailler, je voulais monter mon label pour produire mes disques. Et j'avais décidé de reprendre des études, donc je me suis inscrit en capacité de droit. Et je me suis inscrit, d'ailleurs, j'ai voulu faire du droit, mais pas forcément pour devenir avocat, mais c'est juste que j'en avais marre de me faire contrôler par les flics 10 fois par jour. Donc j'ai dit, bon, j'ai envie de connaître mes droits et savoir jusqu'où ils peuvent aller. C'est juste pour ça que j'ai voulu faire du droit. Bon, après, ça m'a servi par la suite quand j'ai monté mon label pour rédiger les contrats et ainsi de suite. Mais au départ, la motivation était tout autre. Et donc, j'avais repris un peu mes études la première année. Et puis la deuxième année, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait aider les parents et puis vivre tout simplement. Et donc, voilà, ça a été une autre évolution. Donc, j'ai été bosser un moment chez un fleuriste. Eh oui. On est passé du fusil à pompe aux fleurs. C'était une expérience aussi très intéressante parce que je me rappelle, mes potes se foutaient de ma gueule. Quand je faisais surtout les livraisons, donc quand ils me voyaient passer avec les bouquets de fleurs, ils étaient pétés de rire. Sauf que bon, moi, je le faisais parce que je voulais monter ma boîte de production. Et effectivement, le jour où je suis arrivé, et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui y croyait à l'époque, hein. Et quand je suis arrivé, au moment où on a sorti le premier disque, je suis venu, je leur ai tous offert le disque. Là, j'ai vu leur réaction. Et ça m'a donné une force énorme. Je me suis dit, ils se sont dit, merde, il l'a fait. Et eux étaient toujours en bas de la cité, en bas dans la rue à traîner toute la journée et à rien faire de spécial. Donc, c'est vrai que ça m'a donné envie de continuer. On a persévéré, ça n'a pas été très simple parce que, en plus, on vient entre guillemets, des quartiers difficiles. Tu montes ta boîte, tu arrives, c'était le rap. En plus, à cette époque-là, le rap, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les gens, ils se foutaient plus ou moins de notre gueule quand tu distribuais. Je me rappelle quand on distribuait nos flyers et tout ça. Les gens ils disent, oh, du rap, oh là là, oh. Putain, c'est à peine s'ils partaient pas en courant le fait qu'on leur distribue juste un truc de rap. Et même les magazines, les radios, tout ça, personne ne nous prenait au sérieux. Il y a une personne qui a été déterminante pour moi à ce moment-là. Parce qu'à un moment, je me suis dit, on va tout arrêter parce que c'est pas possible. Et il y a eu un mec, Olivier Cachin, qui est journaliste musical pour ceux qui le connaissent, et qui à l'époque avait une émission qui s'appelait Rapline et qui avait un magazine qui s'appelait L'Affiche. Et ce mec a écouté le truc, il a dit, ah, eh ben écoute, il y a du potentiel. Évidemment, c'est pas un truc. Ça se voit que ça a été fait avec les moyens du bord, mais il y a du potentiel, donc on va vous aider. Et ça a été un encouragement énorme pour nous. Et je me suis dit, il faut qu'on poursuive le travail. Et on s'est battu. Et 2 ans après, d'ailleurs, on avait fait un clip qui avait été diffusé. Qui passait 100 fois par jour sur MCM à l'époque, et puis M6, ainsi de suite. Et donc, voilà. Et finalement, on a été le label indépendant numéro 1 dans le rap pendant plus de 5-6 ans. Et ensuite, il y a eu... on a continué le combat à travers la musique. Et puis, arrive 2004,
où je décide de faire mon premier album solo, parce que jusqu'à présent, j'étais avec mon groupe, et après, on avait eu un collectif aussi, j'ai produit d'autres artistes aussi. Et en 2004, je fais mon premier album solo qui s'appelait La Voix du Peuple, et avec un titre qui rentre en radio, qui s'appelait Rêve Solution. C'était Révolution et Solution en même temps. Et au bout de 2 jours, ce titre a été retiré de toutes les programmations, sous prétexte que le titre était trop engagé. Sauf que ce que je disais dans ce morceau, je disais aux politiques, attention, les jeunes dans les quartiers sont de plus en plus sous tension. Si les choses ne changent pas maintenant, ça va péter. L'album est sorti le 21 novembre 2004. Quelques mois après, on a vu ce qui s'est passé dans les banlieues, avec la révolte des quartiers, justement. Et c'est vrai que quand il y a eu cette censure, moi j'étais révolté, parce qu'il y avait des radios qui voulaient jouer d'autres titres. Et je lui avais dit que s'ils ne jouaient pas ce titre-là, ils ne jouaient rien de l'album. Je préfère qu'ils ne jouent rien et qu'on ne vende pas de disques, plutôt qu'ils jouent autre chose que ce titre-là, parce que ce titre avait une vraie valeur pour nous. C'était une manière aussi de sauver, quelque part, nos petits frères si ça part en vrille. Parce qu'on a eu énormément de chance qu'il n'y ait pas eu des morts à ce moment-là. Ça aurait pu être grave. Et quand j'entendais ce qui se passait sur le terrain à cette période-là, pour moi, il fallait qu'on alerte nos politiques et qu'on alerte la France entière sur ce qui se passe et sur le malaise que les gens vivaient à ce moment-là. Donc, moi, j'avais le devoir, moi qui ai la chance d'avoir le micro. Le micro, je sais que c'est une très belle arme et il faut s'en servir à bon escient. Et je voulais que ça serve la cause et les causes qu'on était en train de mener à ce moment-là. Donc, quand les radios voulaient jouer d'autres titres, j'ai dit c'est simple, celui qui joue un autre titre que celui-ci, je le mets en procès. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je préfère qu'ils diffusent rien plutôt qu'ils diffusent ça. Donc, bon, les mois se sont passés et puis il y a eu la révolte des quartiers. Si vous remarquez, je parle de révolte, je ne parle pas d'émeutes, contrairement aux journalistes qui ont parlé d'émeutes. D'ailleurs, la conclusion des renseignements généraux était que c'était une révolte sociale et non des émeutes comme on a voulu nous le faire croire. Et c'est vrai que ça a été aussi un tournant, parce que au moment où il y a eu cette révolte, il y a des journalistes qui se sont réveillés, qui ont dit tiens, il y avait un rappeur qui avait sorti un titre qui parlait déjà de ça. Et donc j'ai été invité sur un débat avec Jean-François Copé. C'était Paul Amar qui m'avait invité pour cette émission. Et ça a été le début de beaucoup de choses, parce que le débat était assez mouvementé avec Copé, parce que je lui ai dit des choses déjà qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre sur les chaînes nationales, avec le calme absolu, voilà. Mais je lui disais des choses qui étaient certainement graves de sens. Et là, à partir de là, les choses sont parties, parce que ça a été repris par beaucoup de journaux. Et puis il y a eu le fameux débat avec Éric Zemmour chez Ruquier, qui a été aussi un moment assez mémorable. Donc voilà, ça a été les deux débats vraiment qu'on fait qu'à un moment les choses ont décollé et que j'étais invité partout sur tous les plateaux et débattre avec différentes personnes et puis ensuite conseiller les politiques. Et suite aux émeutes d'ailleurs, j'avais décidé de faire un tour de France. Donc pendant 1 an, j'ai pris ma voiture et j'ai parcouru la France. J'allais voir les gens en bas de leur tour, j'arrivais, je posais ma voiture, j'allais les voir, je leur disais voilà, il y a les élections qui arrivent, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est le moment ou jamais justement d'exprimer votre malaise, mais avec les règles de la République, c'est-à-dire le vote. Donc, au début, ce n'était pas simple, il n'y a personne qui y croyait. D'ailleurs, je me rappelle les premiers journalistes qui nous suivaient disaient mais franchement, vous pensez que ça sert à quelque chose? Je dis vous allez voir, parce que nous, on a une influence énorme sur les gamins dans les quartiers. En tant que rappeurs, souvent, ils nous écoutent plus que leurs propres parents, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une vraie responsabilité à leur égard. Donc, et moi, j'étais très encouragé dès le départ, parce que je voyais, quand on arrivait, comment ça se passait, où tout le monde te disait « Mais nous, on n'en a rien à foutre de la politique, les politiques se foutent de nous, donc nous, on s'en fout. » Et je prenais le temps de leur expliquer pourquoi les politiques se foutent d'eux. C'est parce que justement, déjà d'une, ils ne votent pas, parce que quand ils deviennent un poids électoral, les politiques, ils ne comprennent qu'une chose, hein, c'est le racket électoral. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Si tu es une voix, ils t'écoutent, tu votes pas, ils en ont rien à faire. Parce que c'était eux-mêmes, les gamins, qui nous disaient, bah, regarde, le maire, il fait rien pour nous, c'est la merde ici, tout ça. Regarde, tout ce qu'il fait là, il met des ronds-points, il met des fleurs pour les vieux, tout ça. Je dis, mais les gars, c'est aussi simple que ça. Pourquoi il met des fleurs? Pourquoi il fait plein de trucs pour les vieux? Bah, parce que les vieux, ils votent. Ça a l'air con, mais c'est pas un cheminement que beaucoup se mettaient dans la tête. Et là, je voyais la réaction de certains d'entre eux. Et puis, quand on prenait le temps de leur expliquer les tenants, les aboutissants, ils disaient, putain, ouais, on va aller s'inscrire, oh là là. Et je me rappelle au Havre, d'ailleurs, c'était une anecdote qui m'a assez marqué, parce qu'on m'avait dit, ne rentre pas là-bas, dans cette cité, parce que c'est super dangereux. Bon, je veux dire, dans l'absolu, enfin, moi, j'ai grandi dans la rue, je vais dire, je vois pas. En plus, quand tu vas quelque part et que tu as du respect pour les gens et tu les regardes pas de haut, tu n'en as pas peur, ils te font pas plus chier que ça. Évidemment, quand les gens rentrent dans les quartiers, c'est aussi ça. Quand les gens rentrent dans les quartiers avec une certaine appréhension et ils tiennent leur sac à fond comme ça, bah ça donne envie à certains aller chercher leur sac. Alors que si la personne passe de la façon la plus décomplexée possible, il ne se passe absolument rien. Donc, je suis rentré dans cette cité, puis je vois les mecs. Effectivement, c'est vrai que bon, il y en a certains, ils avaient des têtes. Et bon, et puis j'ai commencé à discuter avec eux. Au début, c'était un peu tendu parce qu'ils disaient ouais, mais nous on s'en fout, tout ça. Et puis on a pris le temps de discuter. Et au bout d'une heure, il y en avait un avec des balafres partout là, et assez grand et assez balèze, et qui me prend dans ses bras et qui me serre très fort. Il dit putain, il dit merci frère, hein. Et sur la tête de ma mère. Hein. Tous là, à la cité là, tu vas voir, sur la vie de ma mère, sur la tête de ma mère la semaine prochaine, tous. Je vais les emmener, on va aller tous s'inscrire. T'as un phone là ou quoi là? Non mais c'était assez drôle parce que de voir ce grand bonhomme comme ça et qui d'un coup devient un nounours, c'était pour moi, voilà, j'en parle, j'ai encore des frissons parce que c'est vrai, ça m'avait vachement touché. Et donc il y a eu cette tournée et puis après, ce qui s'est passé, c'est que certains m'ont appelé pour me demander, bah, écoute, maintenant on s'est inscrit, pour qui il faut qu'on vote? Ah, la grande question. Bon, c'était pas mon rôle, c'était pas mon but. Moi, je suis un démocrate convaincu, donc les gens votent pour qui ils veulent. Tu veux voter extrême droite, extrême gauche, centre, droit, gauche, c'est pas un problème, ça me pose aucun souci. À partir du moment où chacun est en harmonie avec ses convictions, moi, ça me va. Donc, à force de recevoir des coups de fil comme ça, j'ai dit, tiens, on va peut-être mettre en place un outil pour leur donner, pour qu'eux-mêmes aient les éléments pour voter pour qui ils veulent. Et comme on était revenu avec 26 000 doléances de notre tournée citoyenne, on a décidé de faire une synthèse des problèmes qui revenaient le plus souvent sur la table et de mettre en place un questionnaire. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a mis en place 10 questions. Et j'ai pris rendez-vous avec tous les candidats à la présidentielle à l'époque pour les soumettre à ce questionnaire-là. Et on avait demandé à chacun des partis de nous envoyer un résumé des idéologies de leur parti. Donc sur une page, il y avait ça, et sur l'autre page, il y avait les réponses que chacun apportait aux questions qui émanaient directement de nos doléances. Et donc, ensuite, on a publié un petit bouquin qui s'appelait « Le guide du votant », qui avait été distribué gratuitement dans les quartiers, pour que chacun se fasse sa propre idée de qui pense quoi de sa vie, de ses problèmes et de ses préoccupations. Voilà, ça a été la naissance de Banlieues Actives. Et avec, on a continué le travail sur le terrain et aussi sur le plan médiatique, parce que c'est important aussi qu'on entende d'autres voix que les gens qu'on avait l'habitude d'entendre, et les politiques et certains sociologues qui venaient parler de notre vie alors qu'ils ne la connaissent pas plus que ça. Des fois, ils arrivent, ils viennent dans les quartiers observer comme dans un zoo, et ensuite ils font des rapports pour dire que voilà, il faut ça comme médicament pour les animaux du zoo. Bon, voilà, à un moment, ça suffit, quoi. Moi, j'en avais ras-le-bol de ça. Et je dis, il faut que maintenant, nous-mêmes, on s'en parte aussi de la parole publique. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé autant par la suite et conseiller des politiques pour éviter aussi qu'ils fassent trop de conneries, même s'ils continueront à en faire et continueront à en faire. Et puis voilà, j'étais pas mal impliqué en 2007 sur cette campagne-là pour la prise de conscience. Après, la plupart des gens connaissent mes positions, moi je les affirme. Voilà, je suis un homme de gauche,
mais je suis aussi un progressiste et quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'il nous faut une dose de pragmatisme à un moment. 1 + 1, ça fait 2, donc pour régler certains problèmes, il y a des solutions, mais il faut que les uns et les autres acceptent à un moment de travailler réellement sur le truc et accepter aussi d'avoir l'humilité de se dire qu'ils n'ont pas la science infuse parce qu'ils ont fait l'ENA ou ils ont fait Sciences Po, qu'ils ont la maîtrise de la vie des gens. Le réel, le vécu n'est pas la théorie. Les bouquins, on peut apprendre ce qu'on veut dans les bouquins. Il y a des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, on peut avoir la plus grande empathie, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre de la même manière que quelqu'un qui les a vécues. Ça, j'en ai la conviction. Et je me souviens, j'étais gamin, quand mon grand-père me disait « Fais gaffe, un jour, si tu blesses quelqu'un avec un couteau, cette personne se souviendra toute sa vie de toi. Toi, tu te souviendras peut-être plus au bout d'un moment, mais elle se souviendra parce qu'elle aura toujours la cicatrice. » Eh ben, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai quelques cicatrices et je me souviens à chaque fois de qui m'a mis le coup de couteau. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, ce n'est pas évident de les comprendre. Et c'est pour ça aussi que j'incite les gens dans les quartiers à s'impliquer en politique, à aller voter, mais aussi s'impliquer pour qu'à un moment, il y ait des gens qui soient issus aussi du terrain, qui soient dans ces sphères, dans toutes les sphères, que ce soit médias, que ce soit politique, que ce soit judiciaire, pour qu'il y ait un équilibre des décisions qui sont prises qui impactent directement sur le quotidien des uns et des autres. Donc, c'est pour ça aussi qu'en 2008, j'ai publié mon bouquin Enfants des lieux bannis, qui avait été publié, on est obligé de citer l'éditeur, hein, qui avait été publié chez Robert Laffont et qu'on veut adapter au cinéma. On est en train de bosser dessus, donc d'ailleurs s'il y a des investisseurs dans la salle, ils sont les bienvenus. Et donc voilà, l'idée c'était aussi de leur parler d'un parcours pour expliquer ce qui peut pousser parfois à. Il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais c'est de dire, voilà, des fois il y a des circonstances qui font que les gamins, la plupart de ces gamins-là que vous condamnez, parce que des fois je sortais des émissions, il y avait des ministres qui venaient me voir, qui me disaient « Putain, waouh, qu'est-ce que vous parlez bien, mais vous avez fait quoi comme études ?» Je leur dis « Ah, j'ai étudié dans la rue. » Ils me disent « Non, mais franchement, waouh. » Je dis « Bah, il y a 5 minutes, il y a des gamins que vous étiez en train de traiter de racailles et de merde à nettoyer au Karcher. Eh bien, sachez que je suis ce gamin. J'ai été ce gamin, je suis ce gamin. J'ai juste eu la chance à un moment, voilà, de m'extirper de mon environnement, d'avoir des vraies perspectives et de me dire qu'il y a quelque chose de possible à construire. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai essayé de construire mon parcours. Et aujourd'hui, voilà, moi, quand je croise des fois les parents de certains de mes potes de l'époque, ils me prennent dans leurs bras pendant un bon bout de temps, voilà, pour me dire félicitations, pour voir d'où on est parti. Et que récemment, pour la dernière campagne, c'était une de mes chansons que François Hollande avait pris pour sa campagne pour les primaires. Et puis j'ai bossé moi pendant... Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas voté pour lui, mais moi j'ai bossé avec lui pendant 1 an et demi. Il m'avait confié la question des quartiers populaires pour sa campagne. Et effectivement, c'est vrai que quand on voit d'où on part et petit à petit on construit les choses et on se dit, il y a encore du chemin. On a avancé un peu, mais il faut continuer le combat. C'est un combat de tous les jours. Donc on va essayer de le poursuivre.